Bonjour, bienvenue à tous dans notre émission hebdomadaire de décryptage de la situation macroéconomique et financière et de ses incidences sur les allocations de portefeuille. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Nono Tuxera. Nono, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes directeur de la gestion Cross Asset chez Natixis IM Solutions. Donc, cette semaine, nous n'avons pas vu de remous particulier sur les marchés financiers suite aux élections présidentielles, puisque c'était le scénario anticipé par les marchés. Par contre, il y a toujours et encore ce point de vigilance qu'est l'inflation, et c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Donc avec 8,5% d'inflation aux États-Unis sur une année glissante, elle est surveillée comme le lait sur le feu. Est-ce que l'on peut voir aujourd'hui une certaine surchauffe du côté des États-Unis ? Oui, clairement, il faut le reconnaître, l'économie américaine enregistre toujours une forte croissance. Le marché du travail est en pleine effervescence puisqu'on est quasiment au plus bas sur le taux de chômage. Et surtout, il y a un indicateur qu'on regarde beaucoup, c'est le taux de démission. Les personnes démissionnent parce qu'elles peuvent trouver des emplois mieux rémunérés. Et donc, on commence à voir des composantes internes importantes de l'inflation américaine qui prennent le pas sur les parties plus cycliques, tout ce qui est matières premières en particulier. Donc, contrairement à l'Europe, on a 2/3 de l'inflation ou plus qui sont expliqués par des éléments cycliques et donc des éléments sur lesquels la Banque centrale américaine a un pouvoir d'action pour freiner la demande. Alors que sur le prix du pétrole, finalement, elle ne peut pas faire grand-chose, ce qui est un peu le cas de la Banque centrale européenne. Donc c'est la raison pour laquelle on attend une augmentation des taux directeurs de la Banque centrale un petit peu plus élevée que prévu, même si une certaine partie a déjà été anticipée par les marchés. Oui, les anticipations de marché, c'est autour de 2,5% d'augmentation des taux directeurs cette année. Donc ça veut dire un certain nombre de réunions. On n'est encore qu'à 0,25. Donc ça veut dire qu'il va falloir que les prochaines réunions de la Fed impulsent des hausses de taux directeurs assez importantes. Et ce qui peut éventuellement encore évoluer, c'est les attentes pour 2023. Parce que peut-être que la Fed devra encore ajuster assez sensiblement sa politique monétaire pour freiner cette demande qui, pour l'instant, reste très vigoureuse, y compris, par exemple, sur l'immobilier, où il y a encore des hausses de prix. Et et ça vient freiner aussi les prêts, la consommation, l'endettement immobilier de la part des particuliers aux États-Unis. Oui, alors contrairement en France, vous l'aviez précisé la dernière fois, sur des taux variables. Oui, aux États-Unis, les ménages sont beaucoup plus sensibles à la hausse des taux courts, puisqu'ils sont endettés souvent à taux variable. Et donc là, par exemple, sur les mortgages américains, les mortgages, c'est les prêts hypothécaires, finalement. Eh bien, on est déjà au-dessus des 5% aujourd'hui. Et donc, si on continue à monter les taux directeurs, on ira au-delà et ça va commencer à faire un peu mal sur le porte-monnaie des ménages américains. Les ménages américains. Et l'un des points également, c'est l'articulation, on revient sur ce point parce qu'il est important, entre les taux courts et les taux longs. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu, depuis le début de l'année, une hausse des taux longs. On est aujourd'hui autour de 2,70 sur le 10 ans américain. Mais ce qu'on a vu le plus, c'est la remontée des taux courts, puisque ceux-là sont beaucoup plus liés. Le taux à 2 ans, par exemple, est beaucoup plus lié à la politique monétaire anticipée de la Réserve fédérale. Et donc, on est autour de 2,30 maintenant sur le 2 ans américain. Donc, on a une courbe des taux qui est assez plate. Finalement, normalement, il y a une pente. Qu'est-ce qu'on risque avec cette courbe des taux assez plate ? Alors, il y a un indicateur qui est l'écart entre le taux à 2 ans et le taux à 10 ans, notamment, ou le taux à 30 ans. Et les investisseurs ont tendance à penser que lorsque cet écart se réduit, voire même s'inverse, c'est-à-dire que les taux longs deviennent inférieurs aux taux courts, eh bien, que c'est un indicateur avancé de récession. Alors, il faut se méfier un petit peu de cette observation qui s'est effectivement vérifiée parfois dans le passé, parce qu'on a eu tellement de distorsions de la politique monétaire, puisqu'on a écrasé complètement les taux courts pendant des années. Finalement, que finalement cette remontée assez forte de la partie courte est logique, et ça ne veut pas forcément dire que dans 12 mois, dans 18 mois, on va avoir une récession. Nous, on l'attend pas. On est tranquille encore 18 mois, on va dire. On ne l'attend pas pour 2023, on l'attend éventuellement pour 2024, surtout s'il y a un choc externe, par exemple, si à un moment donné les taux montent
tellement ou trop rapidement que ça provoque par exemple une très forte baisse des actions, je ne sais pas, 20% sur le S&P 500. Et là, ça peut avoir un effet effectivement de plonger l'économie américaine en récession. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qu'on anticipe. C'est pas du tout le scénario. D'autant plus que les entreprises ont une capacité de fixation des prix qui est encore assez forte. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément mauvais d'avoir un peu d'inflation pour les chiffres d'affaires des entreprises tant qu'elles peuvent répercuter l'augmentation de leurs coûts sur leur prix de vente, et donc leur chiffre d'affaires va aussi augmenter finalement. Et donc ça, c'est relativement confortable pour les investisseurs. Il ne faut pas non plus que les taux augmentent trop vite, trop fort, parce qu'à ce moment-là, ça peut créer des difficultés. Alors, il y a une autre banque centrale, celle de la Chine, qui, elle, est plutôt en assouplissement de sa politique monétaire. Qu'est-ce qui se passe en Chine aujourd'hui ? Oui, c'est quasiment l'une des seules banques centrales qui est un peu à contre-courant, tout simplement parce que la Chine a connu différents chocs, notamment a eu une bulle immobilière qu'il a fallu contrecarrer. Donc, du coup, le secteur immobilier est quand même un petit peu en panne. Et puis, d'autre part, il y a cette fameuse politique du zéro Covid. La Chine est arc-boutée sur cette politique depuis finalement le début de l'épidémie. Et ça veut dire qu'à tout moment, dès qu'il y a une multiplication du nombre de cas, et avec Omicron, c'est beaucoup plus facile d'avoir une transmission importante, eh bien, on confine des régions entières. En ce moment, c'est la région de Shanghai en particulier qui est confinée. Et ça a un impact économique quand même assez important. Cette année, on anticipe une croissance en Chine probablement inférieure à 5%, même si l'objectif du gouvernement est un peu supérieur à ce seuil-là. À ce niveau-là. Très bien, nous allons voir de suite quelles sont les conséquences de toute cette situation dans cette deuxième partie. Donc on l'a vu, la Chine est en contre-pied des économies américaines et européennes. Si on regarde l'allocation en termes de zones géographiques par rapport entre les zones développées, les zones émergentes, aujourd'hui, quelle est votre position ? Alors, il faut savoir que sur les marchés d'actions, le poids des pays émergents est assez faible. Dans les grands indices boursiers, on est autour de moins de 15% selon les indices. 85%, ça reste les pays développés, et en particulier les États-Unis, qui ont vu depuis 10 ans leur part de représentation dans les grands indices augmenter, puisque de cesse d'augmenter exactement, au fil des dernières années. Ils ont attiré, ils ont eu un effet d'aspirateur sur l'ensemble des capitaux émergents ou européens. Finalement, tout le monde voulait avoir des actions américaines, et la part des actions américaines a gonflé dans les indices. On peut penser que dans la décennie à venir, cette part va se dégonfler. Parce que ce qui a favorisé finalement les actions américaines, notamment cet afflux de liquidités à très bas coût finalement, qui a permis à la croissance américaine d'être extrêmement solide, et puis leur relative résilience, notamment au moment du Covid, le côté aussi marché un peu défensif. Il y a un certain nombre de ces facteurs qui sont en train de s'estomper un petit peu, et en particulier les taux directeurs des banques centrales des pays émergents ou des pays producteurs de matières premières ont pris les devants. Le cycle monétaire a été en avance sur le cycle américain, et donc les taux ont beaucoup plus monté dans les pays émergents, et donc sont devenus un facteur d'attractivité, de retour, on va dire, des capitaux vers ces pays émergents. Et donc, cet avantage de rendement qu'avaient les États-Unis est en train de s'estomper un petit peu. Au profit donc, des zones émergentes. Est-ce que ça concerne les zones émergentes sur l'Amérique latine ou et également l'Asie, avec la situation qui existe aujourd'hui en Chine? Est-ce que, il y a aussi une différence à faire entre les différentes zones émergentes? C'est vrai. Ce qui a pesé en fait aussi sur les indices, vous avez tout à fait raison, c'est que la part de la Chine est devenue très importante. C'est plus d'un tiers de l'indice émergent. Et donc quand l'économie chinoise et les marchés financiers chinois ont été en difficulté. Ils avaient très bien géré 2020 pendant la première phase de la pandémie. Et puis, il y a eu un certain nombre d'annonces, notamment sur les géants de la technologie et de l'Internet qui ont pesé sur le marché. Et puis, cette politique, encore une fois, zéro Covid, qui a découragé les investisseurs. Et donc, le marché chinois est à un niveau de décote assez extrême, ce qui veut dire qu'il ne devrait plus tellement baisser. Et puis, il y a d'autres marchés émergents,
comme l'Amérique latine, qui retrouvent une dynamique assez positive du fait de la hausse des matières premières. C'est des marchés qui sont très liés aux matières premières et donc qui bénéficient d'un retour d'intérêt parce que finalement, pendant toute la pandémie, ils avaient été plutôt délaissés, le Brésil, des pays comme ça qui avaient pas mal souffert. Donc, on pourrait tenter de revenir un peu sur les marchés émergents, mais ça nous semble encore un petit peu tôt, parce que pour l'instant, on est encore dans une phase d'incertitude et d'aversion au risque liée à la fois à la montée des taux et au fait que le conflit en Ukraine a amené également de l'incertitude au niveau géopolitique. Et donc on préfère pour l'instant rester plutôt sur les pays développés, à la fois sur les États-Unis et l'Europe, mais on sait que le prochain mouvement, ça va être clairement de réduire les États-Unis au profit des émergents. Donc ça va être le call, si on peut dire, des prochains mois. Il va falloir trouver le bon timing. Grand mouvement sur les allocations. Voilà. Pour l'instant, le dollar reste encore relativement ferme, notamment contre euro. On l'a vu encore récemment parce qu'il y a un décalage de politique monétaire entre les États-Unis qui vont relever leur taux directeur beaucoup plus vite que la BCE. Donc pour l'instant, sur la parité euro-dollar, ça profite plutôt au dollar. Mais par rapport aux devises émergentes, c'est beaucoup moins net. Et donc le dollar va progressivement perdre son attractivité. Il y a une autre chose à mentionner également, c'est ce qui avait été décidé par les Américains vis-à-vis des réserves de la Banque centrale de Russie. Il faut savoir que leur décision de geler les réserves de la Banque centrale de Russie aux États-Unis est un indicateur extrêmement négatif pour les grandes banques centrales de par le monde. Ça veut dire qu'elles se disent un jour, si ma politique ne plaît pas, notamment pour la Chine, eh bien on risque de me geler les réserves. Donc il va y avoir une tendance à réduire également les réserves en dollars au profit d'autres devises. Et ça va peser sur le dollar et l'attractivité des marchés américains. Merci beaucoup Nuno pour cette analyse. Merci Caroline. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Décryptage.